Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast, un podcast aujourd'hui consacré aux Bucks. Et oui, on n'avait pas forcément prévu de parler des Milwaukee Bucks aussitôt dans la saison. Et je pense qu'eux auraient aussi aimé qu'on ne parle pas vraiment d'eux aussitôt dans la saison. Mais en tout cas, voilà, les événements nous forcent à en parler. Et Tom, t'es avec moi aujourd'hui dans un podcast un peu à l'ancienne parce qu'on est en tête à tête. Tom, est-ce que tu t'attendais toi aussi à ce qu'on parle de ces Bucks au début novembre, quoi? La saison a commencé depuis 2-3 semaines, on parle déjà d'eux et pas dans des termes qui vont être élogieux. On préfère prévenir d'avance. Comment ça va, Tom, aujourd'hui? Ça va très bien. Écoute, et pour répondre à ta question, je pensais que justement, si on devait en parler, ce serait justement dans des termes élogieux, puisque dans l'équipe, on est assez haut sur cette équipe des Bucks. Malheureusement, il semblerait que ils ont décidé de nous faire un peu mentir sur un début de saison un peu très compliqué, on va dire, très compliqué, qui est très en deçà des attentes qu'on pouvait avoir de cette équipe. Effectivement, après une première victoire contre les Sixers, 124-109, on en est donc sur 5 défaites de suite au moment où ce podcast est enregistré. Alors entre le moment où vous allez écouter ce podcast et le moment où il va sortir, il y aura eu un autre match contre les Cavs qui va être joué. Donc bien évidemment, ils vont forcément trouver un moyen de le gagner, celui-ci pour nous contredire, mais en tout cas, 5 défaites de suite et on voulait pas vraiment... Alors, on voulait en parler, Tom, de cette équipe des Bucks, mais on voulait pas seulement en parler sur son début de saison. Et je vous ai proposé cette idée avec l'équipe et vous avez été plutôt d'accord, donc c'est vraiment intéressant, c'est d'en parler un peu comme une étude de cas. Voilà, les Bucks, ça fait plusieurs années qu'ils sont là, plusieurs années qu'ils comptent parmi les équipes en haut de la NBA, et pourtant, ben, on peut constater en retraçant ce chemin-là qu'ils ont fait des erreurs. Et on va en profiter aujourd'hui pour parler de l'après-titre, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on fait quand on est contender? Parce qu'il y a beaucoup, souvent, on se concentre sur l'optique d'accéder à ce statut de contender, mais pas assez sur à la fois le conserver et parfois essayer de se renforcer quand on est déjà à l'intérieur et que la fenêtre est ouverte, ce dont on parle assez souvent dans le podcast. Voilà, ça c'est le programme assez riche d'aujourd'hui. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et à vous abonner sur ces fameuses plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, etc. Également sur YouTube et puis sur Twitter où on est toujours présent. Tom, Oui, j'ai tout bon, on est prêt. Ça risque d'être on y va. un petit peu triste hein, si vous êtes fan des Bucks, donc du courage. Et puis on se retrouve juste après la pause. Tom, je l'ai dit, 5 défaites de suite au moment où on débute ce podcast. Et des défaites qui font un peu tâche. Hein. Une défaite contre les Bulls où ils encaissent 133 points. Une défaite contre les Nets où ils en encaissent 115 et où l'attitude est franchement déplorable. Une défaite Ouais. contre tes Grizzlies où ils prennent, on l'a dit en off, une mixtape de Ja Morant sur une première mi-temps assez étincelante. Et le dernier Presque match qu'on 70 a, points encaissés dans la raquette. c'est, bref, on va y revenir. Et le dernier qui est peut-être paradoxalement le plus encourageant, qui perdent, malgré de très bons matchs de Giannis et de Dame, qui perdent d'un point sur un shoot assassin de Donovan Mitchell. Tom, dans cette première partie du podcast, on va s'intéresser à ce début de saison que j'ai qualifié de cataclysmique dans les notes. Pour commencer, Tom, est-ce qu'on n'est pas, et c'est ça qui est un peu triste, sur une espèce de continuité avec la saison dernière? Euh, oui et non, parce que bon, je pense qu'on peut dire une espèce de continuité dans le sens où effectivement leurs trois joueurs majeurs ne jouent pas, puisque c'est quelque chose qu'on avait annoté hein, lorsqu'on avait parlé de leur preview, c'est que par exemple Dame, Middleton et Giannis, à partir du moment euh, où Doc Rivers a pris les commandes de l'équipe, n'ont joué que 10% des possessions totales qui ont été jouées sous Doc Rivers. Donc, c'est infime. Et en fait, la problématique que ça pose, c'est que l'équipe ne peut pas répondre à la promesse du pari tenté. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, historiquement, sous Bud, était une équipe défensive et qui, en rajoutant Damian Lillard à l'équation, s'est voulu être une équipe offensive qui va être à la marge ou qui va être limite à la moyenne défensivement pour être de nouveau viable. La grosse problématique, hein, c'est que voilà, aujourd'hui en attaque, ils sont 21e, donc on n'est pas du tout dans les promesses on n'est pas du tout dans les promesses Domination. de domination justement du duo offensif avec tout le spacing autour, et défensivement, on est aux alentours de la 27e place. Donc voilà, l'équation n'est pas du tout remplie et c'est pour ça qu'on a un désastre, en tout cas d'un point de vue résultat et aussi sur le terrain. Je te rejoins, Tom. C'est une équipe,
On va y revenir un peu plus tard dans l'émission, qui est sur certains aspects un peu anachroniques, et notamment de cet anachronisme se fonde aussi sur le fait de parier sur un Big Three très 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 fort, avec une profondeur douteuse. Quand un de ces joueurs est Chris Middleton, j'y reviendrai un peu plus tard. Non, tiens, je vais la placer celle-ci maintenant, Tom. Un petit jeu, Tom. Sur ce podcast, j'ai aussi vu qu'il y a un petit aspect historique. J'ai beaucoup poncé StatHead cette semaine encore. Sur les 3 dernières saisons complètes. Donc, je compte pas celle-ci, hein, mais les 3 dernières saisons depuis le titre des Bucks, justement. Ouais. Entre Kawhi Leonard, Chris Middleton, Kyrie Irving et Joel Embiid. En termes de minutes jouées en saison régulière, selon toi, ça se classe comment, ce quatuor-là? Qui a joué le plus, qui a joué le moins? Entre Kawhi, Chris Middleton, Kyrie Irving et Joel Embiid. J'aurais dit Embiid en 1, puisqu'il a quand même la saison où il finit MVP, où il a joué beaucoup. Kawhi en 2, peut-être Middleton en 3. Ou non, ou Kyrie en 2, Middleton en 3, et peut-être Middleton ouais, peut-être Middleton dernier, peut-être, là-dedans. C'est pour ça qu'il a un contrat max. Alors, c'est presque ça. Embiid largement devant, 5800 minutes. Kyrie, 5300 minutes. Ah ouais. Chris Middleton, 4400. Kawhi, 4000. Ah ouais. 4... Ok. Donc, vous vous rendez compte, Kawhi qui sert un peu de, je sais pas, d'exemple ultime du joueur qui n'est jamais là, il a que 350 minutes de moins joué en NBA sur les 3 dernières saisons que Chris Middleton. Et c'est intéressant ce que tu dis, Ben, parce que, enfin, pour que les gens se rendent compte du nombre de minutes, on rappelle que, par exemple, une saison de Jason Tatum, c'est 2500 minutes, la saison. Tu vois. Donc, pour ces joueurs comme ça, c'est une quinzaine de matchs. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, donc, pour fermer ma parenthèse, Tom, on se retrouve actuellement dans une situation où les Bucks font jouer Taurean Prince, qui est un joueur au minimum des minutes importantes, et forcément, ça se paie, parce que Taurean Prince, c'est un joueur qui était sorti de certaines rotations dans ses précédentes équipes, et qui là se retrouve à être le 5e titulaire de l'équipe. Oui. Bah après, c'est ça aussi, encore une fois, il y a des contraintes financières qui ont fait que, bon, ça on y reviendra un petit peu plus tard, mais il y a des contraintes financières qui ont fait que les Bucks, aujourd'hui, comme ils sont au-dessus de la seconde apron, ils sont à peu près 20 millions au-dessus de la seconde apron, ils ne peuvent se renforcer que via la signature de joueurs au minimum. Et voilà, on parlait, encore une fois, d'un point de vue structurel, l'attaque ne va pas. Et malheureusement, quand l'attaque ne va pas, bah tu souffres un petit peu plus en défense, hein, si vous allez voir le podcast qu'on avait fait sur l'efficacité, hein. Ce qui se passe en défense a un gros impact sur comment vous allez attaquer. Bah si vous attaquez mal, bah il y a aussi la même chose qui peut se passer en défense, et on se rend compte que sur le terrain, par exemple, si on prend le net rating global de Seabucks depuis le début de la saison, il flirte avec les -10, Ben. Historiquement, voilà, on est vraiment dans des choses historiques, hein, en termes de mauvais. Il flotte avec les -10, et quand tu regardes vraiment les choses qui marquent vraiment sur la défense de cette équipe, on en a aussi pas beaucoup parlé dans la conversation, c'est tout ce qui est défense de transition. La défense de transition, défensivement, après les ballons perdus, ils font pas les efforts. Après les rebonds défensifs, les adversaires peuvent pousser le ballon, il n'y a pas de repli vraiment défensif, et du coup, ça sont des aspects du jeu où ils concèdent des possessions très efficaces en défense, et ils sont obligés après en attaque de repartir de leur propre panier. Et vu que c'est une équipe qui provoque très peu de pertes de balles, elle a très peu justement d'attaques où elle est en amont de la défense. Mais ça se voit de manière assez éclatante sur les équipes quand elles essayent d'accélérer le tempo, que ces Bucks tiennent plus la dragée haute. Et il y a un petit aspect, on en avait déjà parlé, c'est de manque de qualité athlétique de ces Bucks, où le premier rideau avec Lillard, c'est extrêmement compliqué. Brook Lopez, tu parlais de rebond défensif, bah il y a un paquet de pivots NBA qui sont capables de lancer, de mettre une vitesse à Brook Lopez, et du coup les Bucks peuvent se retrouver en 5 contre 4. C'est extrêmement compliqué pour eux. Puis globalement, en fait, en dehors de Giannis et de André Jackson, c'est assez pauvre d'un point de vue athlétique. Donc, il y a ce manque de qualité athlétique, peut-être d'explosivité, des consignes qui sont pas respectées. Ça se voit sur les baskets de transition, ça se voit sur le basket arrêté, même en demi-terrain, où la défense concède trop de 3 points ouverts. Ils concèdent, mais des 3 points ouverts à tout le monde. Je regardais encore une fois le match contre les Cavs un peu avant de commencer. Il y a un moment dans le match où les Bucks font un très bon début de match. Il y a un moment et les Cavs essayent un peu de recoller, et ils arrivent à laisser Sam Merrill 2 fois ouvert à 3 points tout seul, deux réussites, et du coup, t'as un delta de 6 points qui se crée directement. Enfin,
il y a trop de mauvaise communication. Et il y a un moment, je pense que malgré l'arrivée de Doc en cours de saison, la saison dernière, ça fait trop longtemps. Enfin, je veux dire, c'est des choses maintenant qui sont, je pense, inhérentes à cette équipe-là des Bucks, d'avoir des trous de communication assez fous en défense et de laisser un extérieur dans le corner ouvert, quoi. Mm. Bah, tu vois, Greg Buckner qui est arrivé cet été, dont on a beaucoup parlé, enfin, du côté des Bucks, ils en ont beaucoup parlé. Il y avait justement un article sur lui, sur le fait que c'était un assistant très respecté, notamment sur le côté défensif, c'est un joueur qui a eu une carrière vraiment sur la défense. Et en fait, dans une de ses interviews après match, il a dit quelque chose de très intéressant, notamment au niveau de la défense des Bucks. Il a dit, en gros, pour pas faire de mauvaise traduction, en gros, pour donner simplement son propos, c'est que il a dit, on nous fait en défense ce qu'on est incapable de faire aux autres. Et il parle notamment de tout ce qui est pression sur le ballon, c'est-à-dire que les joueurs offensifs des Bucks se font agresser et peut-être manquent un peu de qualité athlétique pour se défaire de cette agression et n'ont pas l'agressivité nécessaire en défense pour faire subir exactement ce qu'ils subissent à l'autre équipe. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va poser problème, notamment dans cet équilibre. Donc, il faut qu'en attaque, ils arrivent à trouver des solutions pour continuer pour faire avancer l'attaque, puisque même si on a un Giannis, encore une fois, étincelant depuis le début de la saison, autour de lui, personne ne met rien dedans. Tu vois, on parle de Jokic, qui est phénoménal en attaque, et autour de lui, il y a rien. Ben, de l'autre côté, Lillard, il est très peu constant. Il y a des matchs sans pour lui, il peut être agressivement, il peut être mis en difficulté, et on l'a vu aussi, c'est quelque chose qui passe pas mal dans la fanbase des Bucks. Les Bucks se plaignent beaucoup des deuxièmes mi-temps, où l'équipe semble perdre pied totalement, et quand on va regarder statistiquement, c'est l'une des pires équipes de la ligue, sont dans le bottom 5 de la ligue sur les deuxièmes mi-temps, dans le net rating en deuxième mi-temps. Et on en parlait de ça, moi je te dis, Tom, j'ai vraiment cette sensation de Lillard qui commence parfois très très fort certains matchs, qui appuie. Après, c'est peut-être en lien avec la manière dont les rotations sont gérées par Doc aussi, hein, mais Lillard accélère beaucoup en début de match. Ensuite, il y a un peu une période de latence, et ensuite il y a le fin de quatrième quart-temps ou quatrième quart-temps, le fameux Dame time, entre guillemets, où Dame peut parfois, j'ai vraiment cette sensation-là, qui peut parfois essayer de réappuyer sur l'accélérateur. Le problème étant que quand on analyse les défaites des Bucks, ils perdent la plupart de leurs matchs de plus de 10 points. Donc il y a même pas la possibilité de réaccélérer. C'est vrai que tu parlais de leur attaque aussi. Moi, je pense au match contre les Nets, qui est le plus récent que j'ai vu. Celui-ci, j'ai vraiment vu juste avant qu'on commence. Alors, je suis peut-être bloqué en 2014, Tom, mais je vois le match qui débute. Je vois les Nets en face avec Ben Simmons, Dorian Finney-Smith à l'intérieur, et je vois Ben Simmons qui défend Giannis. Alors, je suis bloqué peut-être dans le temps, hein, mais je me dis, bon, il y aura au moins un post-up de Brook Lopez dans ce match. Un ou deux. Il y en a eu 0. Ils n'ont pas posté Brook Lopez dans tout le match. Brook Lopez est devenu un catch and shooter à l'extérieur et un poseur d'écran. Alors, bien évidemment, on avait déjà vu, la courbe statistique ne ment pas, Brook Lopez fait de moins en moins de post-up, mais là, c'est devenu totalement absent de son jeu, et ça aurait permis d'avoir une très bonne alternative, et je pense que Brook Lopez, malgré les 36 ans, malgré l'âge, est encore capable d'offrir ça. Ils ont pas fait un schéma pour un post-up de Brook Lopez pendant tout le match. Je suis atterré. Tu vois, Tom, tu parles des baisses de niveau. Je trouve que c'est une équipe qui, on va dire, je sais pas si on fait une comparaison jeu vidéo de combat, elle sera probablement très mauvaise. T'as l'impression qu'ils essayent de te placer tout le temps le même combo. C'est-à-dire que t'as les 3 points t'as les 3 points en step back de Lillard, t'as les pénétrations de Giannis, mais ça manque. Quand tu vois certaines équipes, quand tu vois ce qu'elles peuvent proposer en attaque sur le début de saison, je trouve que c'est d'une pauvreté affligeante, les Bucks. Le simple talent ne suffit pas. Le simple talent ne suffit pas. Et on pensait que avec l'été, il y aurait eu plus de synergie entre Lillard et Dame. Il y en a un petit peu, mais c'est pas encore c'est pas suffisant. Voilà, concrètement, c'est pas suffisant. Voilà, c'est possible, c'est pas suffisant. Et je ne pense pas que le simple retour de Middleton va tout régler. C'est-à-dire que remplacer Taurean Prince par Chris Middleton, il y aura une différence. Il y aura une vraie différence pour le coup, puisque ça voudra aussi dire que Taurean Prince prendra des minutes sur le banc d'un joueur qui est encore moins bon. Donc ça, c'est sûr. Par contre, Chris Middleton, il va pas corriger les soucis défensifs. Chris Middleton, il va pas défendre le point d'attaque. Il va pas défendre le point d'attaque. Donc, il va ramener certaines solutions quand il sera là.
Par contre, certaines déficiences seront encore là, notamment le manque de polyvalence défensive au global. Donc, est-ce que on peut se dire que c'est une équipe, faut attendre de voir l'équipe totalement complète pour voir comment ils arrivent à performer offensivement, même si ce qu'on a vu sur le début de saison est assez inquiétant, de ce côté du terrain en tout cas. Est-ce que Tom, c'est pas non plus un... On nous a... Je vais faire un parallèle. On nous a un peu critiqué dans le DH20 pour avoir considéré Kawhi, l'avoir mis assez haut et avoir dit que tout simplement, mais on peut plus compter sur Kawhi. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au stade où dire il faut attendre que les Bucks soient en complet avec Chris Middleton qui s'est fait, je le rappelle, opérer des deux chevilles. Ouais. Est-ce que c'est... Parce que c'est même plus on n'est plus dans la catégorie du rêve maintenant de dire les Bucks au complet, c'est avec Chris Middleton. Parce qu'en fait, est-ce qu'on peut décemment penser que Chris Middleton peut faire 2 mois de compétition? Bah, tu vois, tu parlais du DH20 et on parle aussi, tu vois, en souvent des playoffs de Chris Middleton et l'arc middletonien, tu vois, l'arc middletonien où c'est qui ce joueur? Ah, c'est Prime Kawhi. Ah, finalement, il est plus bon et tout ça. Et en fait, chaque fois, le truc, c'est que chaque fois, on le mentionnait notamment par rapport aux blessés dans le DH20. D'ailleurs, je crois, il me semble que c'est toi qui en parlais. Chaque fois qu'il revient, il est bon. Oui, c'est vrai. Alors, défensivement, il est moins bon, mais offensivement, il met les tirs. C'est-à-dire que le spectre des actions qu'il est capable de faire se réduit. Par contre, ce qu'il fait est toujours aussi létal, notamment sur tout le jeu à mi-distance, tout entre guillemets, le shot making, c'est-à-dire la création arrêtée depuis, avec très peu de dribble. C'est quelqu'un qui peut justement débloquer des situations et transformer des possessions stériles, en possessions où tu peux gagner, quoi. Ce dont ils auraient grandement besoin actuellement, parce que leur attaque patine vraiment à ce niveau-là. Parce qu'il y a trop de talents dépendants aussi dans cette équipe. Ah mais totalement. Et la qualité des talents dépendants a descendu. Ensuite, on a Bobby Portis qui est grande, oui, même sur les standards de Bobby Portis est en difficulté cette année. Et on sait que c'est un joueur de façon qui alterne le chaud et le froid, qui a des périodes beaucoup moins bonnes et des périodes très hautes. Mais quand l'équipe va mal, plus de tir de loin non plus. Il y a de ça. Et quand l'équipe va mal, Bobby Portis, c'est pas tellement parfois un joueur qui, je sais plus c'est contre qui il y a une séquence où à un moment il prend 3 tirs de suite et tu te dis c'est pas le flow du match de prendre 3 tirs de suite à ce moment-là, mais c'est l'expérience Bobby Portis un petit peu. Tom, est-ce que tu as quelque chose à dire d'autre sur leur début de saison? On pourrait beaucoup parler, le fait que Gary Trent, en général, quand tu es un 2 aux Bucks et que tu arrives en minimum, en début de saison, dans le contrat, tu es censé bien réussir au tir. Gary Trent met pas un tir. Déjà, ça, c'est problématique. Bien évidemment, il résout pas le problème du point d'attaque. On l'avait plus ou moins deviné. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre, Tom? Je sais pas trop. Bah, il va falloir qu'ils trouvent des solutions puisque ça peut être une saison charnière pour ces Bucks. Eh bien, magnifique. Tom. Ça fait 10 ans qu'on fait ça bientôt, Tom. On est un vieux couple. donc tu me tends la perche. Tom, on va enchaîner parce que c'est un peu un podcast en 3 parties. La première partie, donc, on l'a terminée. C'est sur ce début de saison très compliqué des Bucks. La deuxième, qui va viser à vous expliquer pourquoi, et ça sera peut-être la plus courte, pourquoi c'est une saison clé pour eux. Et ensuite, c'est de voir dans le rétroviseur et aussi un peu dans le futur en se demandant qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Tom, d'abord, d'un point de vue contractuel, tout d'abord, pourquoi c'est une saison clé pour les Bucks? Bah, de point de vue contractuel, on sait que Chris Middleton, il a une option à la fin de son contrat, enfin après à la fin de la saison, il a une option aux alentours de un petit peu plus de 30 millions de dollars. Donc, est-ce qu'il va la prendre? Comment ça va se passer pour lui? Et Brook Lopez, qui est sur un contrat de 2 ans. Donc, légalement, par rapport au CBA, on sait que les contrats de 2 ans ne peuvent pas être prolongés. Donc, c'est quelqu'un qui soit va être signé sur un nouveau contrat d'ici la fin de la saison, soit peut-être va devoir quitter les Bucks. On sait que quand il a re-signé il y a à peu près 2 intersaisons. Quand il a re-signé il y a 2 intersaisons, on savait il y avait les Rockets qui étaient sur le dossier avec les Rockets qui ont Şengün, et on sait que voilà le profil théorique de Brook Lopez, c'est un joueur qui peut intriguer des équipes où il y a on va dire un intérieur qui n'est pas fort défenseur et qui n'est pas capable de jouer 5, pour lequel il faut du spacing. Donc on peut nommer par exemple les Pelicans avec Zion, on peut nommer Houston
avec par exemple Sengun. Donc, il peut être intéressant pour ces équipes-là potentiellement. Donc voilà, c'est quelqu'un qui semble être sur sa dernière saison. Et comme quand on parle justement de Brook Lopez et aussi de Giannis, on va dire que ce sont des joueurs vraiment majeurs qui font partie intégrante du top 4. C'est la dernière saison de deux joueurs du top 4 de cette équipe et des joueurs qui ont joué le plus de minutes peut-être en carrière avec Giannis. Sachant qu'à cela, on peut rajouter aussi le fait que Bobby Portis a une player option, le fait que Pat Connaughton a une player option. J'en ai pas parlé, Pat Connaughton, moi ça fait 2 ans que je le crée un peu haut et fort. Difficulté. Il est en très grande difficulté. Il a perdu une partie de ses qualités athlétiques, je trouve. Il a pris un vrai step back. On parle souvent de à quel âge certains, tu vois, la courbe de certains joueurs commencent à s'affaisser. Je pense que celle de Pat Connaughton s'est déjà affaissée et que c'est un peu dur de le dire comme ça, mais je suis pas sûr qu'il ait sa place dans la rotation d'une équipe qui a les ambitions de celle des Bucks actuellement, vu le niveau qu'il affiche depuis 18 mois environ. Donc, quand on fait un peu le bilan, Tom, on remarque qu'il y a plus ou moins une grosse partie de leur rotation qui pourrait être pas là l'année prochaine. Oui. Il y a un autre point qui amène à croire que cette saison est clé, c'est la pression de Giannis. Tom, ça peut paraître fou, mais depuis le titre, et on l'a revérifié en off, faut vous dire, parce qu'on n'était même pas sûr de ça quand même. Depuis le titre du coup des Bucks en 2021, les Bucks se sont une série de playoffs gagnés contre les Bulls. Salut Adrien, pas d'insulte, mais bon, c'est pas non plus la victoire voilà, c'est pas une victoire en finale en 2016 contre les Warriors, voilà, une victoire 4-1 contre les Bulls. C'est des défaites un peu crève-cœur et alors, on veut pas trop entretenir ça, mais on est obligé de constater, Tom, que les premiers bruits vis-à-vis de Giannis sont déjà sortis, et tu me le rappelais en off aussi, il y avait des déclats un peu mystiques de Giannis aussi, avant le début de la saison. Ouais, c'est vrai qu'avant le début de la saison, il y avait un papier justement de The Athletic qui était paru, où en gros, Giannis qui dit concrètement que voilà, c'est maintenant la NBA, c'est comme ça que ça fonctionne, que si on ne gagne pas le titre la saison prochaine, en parlant de la saison 2024-2025, est-ce qu'il ne sera pas transféré potentiellement? Oh, il disait ça au passage de quelqu'un qui passait, il se disait, si on gagne pas, peut-être que toi aussi tu te feras virer ou des choses comme ça. C'est vrai que ça fait bizarre d'entendre ça avant le début de la saison. c'est bizarre d'entendre ça avant le début de la saison. Et puis on sait que voilà, Giannis, il y a aussi quelque chose, c'est quelqu'un, c'est un des 3 meilleurs joueurs de la ligue aujourd'hui. C'est quelqu'un qui fait partie du top 75 de l'NBA. Donc c'est un joueur très très important dans l'histoire de la NBA. Et c'est un joueur qui est encore dans une partie de son prime où les jeunes projets peuvent le vouloir et les projets un peu plus vieux peuvent le vouloir pour rafraîchir aussi l'image. Donc c'est quelqu'un qui, à le niveau terrain, pourrait être très demandé par un large spectre d'équipes. Totalement. Et puis il y a un peu, alors ça on savait pas trop glisser dans la trame, Tom, mais il y a aussi cette pression. Tu l'as dit, c'est un visage marquant de la NBA, un des tout meilleurs joueurs de la NBA. Il y a la pression, on l'a dit, il y a peut-être un renouvellement qui pourrait s'opérer cet été, mais si renouvellement il y a, t'es un peu obligé, c'est la NBA actuelle, tu ne peux pas offrir à un joueur de la trempe de Giannis un projet qui pendant 1 an sera un retooling un peu timide. Voilà, tu peux pas dire à Giannis, cette année on joue le play-in pour dans 1 an peut-être rejouer les premiers rôles. C'est pas, on va revenir plus tard, déjà c'est une gymnastique qui pourrait paraître assez difficile et c'est tout simplement tu peux pas lui offrir ça. Donc on a la pression contractuelle, Tom. On a la pression de Giannis et une dernière pression qui pourrait expliquer en quoi cette saison est clé pour les Bucks, c'est la pression extérieure aussi des autres équipes. Ouais. En fait, t'as toute cette pression, par exemple, on sait que pas mal de projets autour de la ligue attendent ce qui se passe autour de Kawhi Leonard. Je pense que ça pourrait être la même chose en accru, notamment pour quelqu'un comme Giannis. Donc, tu vois, par exemple, cet été, on a des équipes comme les Warriors qui ont essayé de récupérer Lauri Markkanen avant qu'il signe sa prolongation, qui ont essayé de récupérer Paul George avant qu'il parte à Philly. On peut se dire que ces Warriors-là, on est sur les dernières années de Steph Curry. Ils ont un peu un mélange de jeunes avec du potentiel et aussi des joueurs, des vétérans marqués. Un gars comme Giannis pourrait pourrait largement les intéresser parce que voilà, il pourrait prendre ce fameux relais de Steph Curry, mais aussi apporter quelque chose pendant prolonger un peu les espoirs de Steph pendant qu'il a encore un gros contrat. On a des équipes comme Houston
où ils ont fait des manœuvres, entre guillemets, où ils ont signé des contrats qui peuvent intéresser les autres équipes. Ils ont beaucoup de jeunes, ils ont beaucoup de pics, et on a un propriétaire qui peut peut-être potentiellement commencer à s'impatienter. Ils ont accumulé énormément de jeunes. Tous ces jeunes-là ne pourront peut-être pas éclore dans le projet, et peut-être que la grande valeur de ces joueurs-là pour pour Houston, c'est ce qu'en pensent les autres équipes. C'est-à-dire, on peut récupérer des joueurs physiques, hein, puisque Houston a la combinaison de joueurs qui jouent avec du potentiel, de jeunes joueurs qui ont de longs contrats et de pics de draft d'autres équipes. Donc, ils peuvent te proposer exactement ce que tu veux. Donc, si eux veulent enclencher, entre guillemets, ou accélérer leur phase de reconstruction pour devenir vraiment une équipe qui peut compter dans la conférence d'ici la saison prochaine, ils ont les moyens de ces ambitions-là avec tout ce qu'ils ont accumulé en termes d'assets. Et après, il y aurait peut-être, tu vois, les Spurs, parce que tu peux pas refuser de jouer avec Victor Wembanyama, et tu te dis, si tu peux avoir, par exemple, Giannis et Victor, peu importe ce qu'il y a autour, c'est pas grave, tu vas trouver un moyen. Et puis l'autre pression extérieure, et peut-être je te laisserai en parler, c'est vraiment OKC, et pas dans la notion d'acquisition, mais ce qu'ils peuvent inspirer au reste de la ligue. C'est vrai qu'on en parlait en off, Tom, et je t'ai un peu lancé cette idée. Du coup, c'est là où Constant va m'attraper les oreilles, parce que du coup, s'il se passe un truc mauvais du côté d'OKC cette saison, je vais être tenu responsable. C'est plutôt cette idée, Tom, qu'on parle beaucoup d'une NBA où voilà, plus égalitaire depuis quelques saisons, où tout le monde a sa chance. Et pour moi, il va peut-être se passer un truc cette année. C'est avec un Thunder très dominant sur le début de la saison. Je promets pas la finale NBA Celtics Thunder, hein. Ce que je dis, c'est que si on tombe sur deux équipes qui sont ultra dominantes en saison régulière, il pourrait y avoir une réflexion chez certains joueurs NBA, chez certaines stars NBA, comme on a pu avoir il y a une dizaine d'années, de se dire, il est en train de se créer un projet qui pourrait devenir dominant dans les prochaines années. À nous de réagir et de ne pas essayer d'être dans la continuité sur certaines constructions, parce que, dit autrement, si on n'essaye pas de surarmer, de se mettre ensemble, ou certains front office ne se disent pas qu'ils doivent être beaucoup plus agressifs, ils peuvent tomber face à une équipe qui serait un cran au-dessus des autres. Voilà, c'est tout simplement ça. Et ça rejoint un peu une de mes nouvelles grandes théories, Tom, que j'ai teasé à l'équipe depuis plusieurs semaines, c'est que selon moi, 2025 pourrait être une année de transition sur pas mal d'aspects, avec des joueurs stars qui changent et pas l'avènement, mais en tout cas la solidification du statut de certaines jeunes équipes. Voilà. Et ça pourrait répondre à ça, le fait je sais pas si OKC fait une saison à 60 victoires, qui vont en finale NBA, certes qu'ils perdent, tu peux te dire, oulala, vu la montagne d'assets qu'ils ont, la jeunesse du groupe, il faut construire un effectif très très fort quelque part, et ça, c'est une pression à laquelle pourrait répondre Giannis. Je précise bien évidemment que dans cette idée-là, tout trade de Giannis tout trade de Giannis, bien évidemment, part du postulat que Giannis est d'accord pour partir. Voilà. Si Giannis d'aventure voulait rester à Milwaukee, il resterait à Milwaukee, tout simplement. Clairement. Tom, est-ce que tu as quelque chose à rajouter dans cette section qui explique pourquoi c'est une saison clé pour les Bucks, du coup? Non, je pense qu'on peut pas. Oui, je vais rajouter juste un mini truc par rapport à OKC. On pourrait être peut-être dans le cas justement de ces fameux Warriors 2015, enfin 2014-2015, qui voilà. Certes, c'est la saison où ils gagnent le titre, mais c'est la saison où vraiment on se dit, ok, il y a quelque chose de concret toute la saison. Il y avait peut-être des doutes sur la fin, mais il y a quelque chose de concret toute la saison avec OKC. Et là, on commence à regarder, à se dire, un peu comme tu as dit, hein, il va falloir faire quelque chose parce que ils ont des jeunes joueurs, ils ont des assets, et on sait que, par exemple, Boston a un payroll ils vont être obligés, à un moment donné d'enlever d'enlever des joueurs. C'est parce que, enfin, sauf si le propriétaire paie, hein, même si bon, il commence à vendre, mais concrètement, ils pourront pas garder un effectif aussi blindé pendant plus de 2 saisons. Je pense qu'il y a cette saison, et peut-être au niveau de la saison prochaine, ça va changer. On voit, comment ça s'appelle, les Timberwolves ont déjà fait un pas en arrière, hein, un peu un coup d'ouro. Ils ont fait un pas en avant en allant récupérer Rudy Gobert et en explosant le plancher salarial pendant justement que Anthony Edwards et Jaden McDaniels étaient sur leur contrat rookie. Ben là, ils se séparent du contrat de Karl-Anthony Towns contre d'autres petits contrats, et peut-être que Randle ne va pas être signé. On a vu, ils ont tenté des paris à la drive pour faire baisser aussi la masse salariale.
eh ben peut-être que, tu vois, OKC a cette fenêtre où, pendant encore 2 saisons, Jalen Williams et Chet Holmgren sont sur leur contrat rookie et ils peuvent se permettre de payer très cher des role players. Sauf que peut-être que eux, quand les contrats de ces joueurs-là vont être effectifs, ça va être dans 3 ans. Donc on peut se dire qu'ils ont cette saison, la saison prochaine et la saison d'après avant de devoir faire des choix drastiques, peut-être à cause du financier, avec notamment le Supermax dessus. Avec l'idée qu'ils pourront faire ces choix avec une montagne d'assets que non pas en étant l'équipe qui a le plus d'assets potentiellement de l'histoire de l'NBA. Eh bien, Tom, on va ouvrir maintenant peut-être le chapitre, le cœur de ce podcast. C'est donc cette idée de pérennité. Voilà, les Bucks sont une équipe... les Bucks, c'est peut-être une franchise qui a une fenêtre ouverte depuis plusieurs années et qui pourtant a fait pas mal d'erreurs. C'est là où il y a cette espèce de paradoxe. C'est le premier paradoxe, selon moi, qu'il faut mettre en avant. Il est assez simple quand tu regardes cette équipe. C'est la vieillesse de l'effectif et le manque d'apport de jeunes joueurs. Voilà, Tom. C'est un équilibre difficile à trouver. Celui entre le développement des jeunes joueurs et la responsabilisation de ces jeunes joueurs. Petite référence au podcast de la semaine dernière, où on a beaucoup parlé des Nuggets qui avaient cette volonté de responsabiliser les jeunes joueurs, mais qui l'ont peut-être fait un peu trop vite. Mais moi, ce qui m'a un peu choqué, Tom, en repensant à l'historique des Bucks, en gros depuis 2016-2017, c'est-à-dire depuis l'avènement de Giannis, c'est de me dire, mais en fait, ils ont développé quels jeunes joueurs? Alors, j'ai fait une recherche statistique assez simple, Tom. Depuis 2016-2017, j'ai été regarder les rookies qui ont joué plus de 1000 minutes sur une saison. Les Bucks en ont un. Et c'est Malcolm Brogdon. En 2016-2017. Rookie de l'année. Donc, rookie de l'année. Ça veut dire que depuis 2017-2018, les Bucks ont 0 rookie à plus de 1000 minutes. Depuis 2017-2018. Sur la même période, toutes les équipes NBA en ont au minimum 3. Toutes. C'est-à-dire, et encore une fois, on peut aussi, on peut m'arguer, ah oui, mais les Bucks, depuis cette période-là, ils ont moins de choix de draft, etc. Oui, mais dans ces groupes d'équipes-là, on voit aussi des équipes qui ont choix de draft, des équipes qui avaient des ambitions, des équipes qui ont tenté des choses. Les Bucks ne responsabilisent pas assez leurs rookies. Prenons l'exemple d'une équipe comme Denver, qui sur la fin de la période notamment, fait partie des contenders. Christian Braun fait partie de cette liste. Par exemple, des rookies qui ont joué plus de 1000 minutes. Il y a à la fois sous Budenholzer, mais sous Doc aussi, c'est là où peut-être qu'Adrian Griffin est dans une autre logique. Tom, il y a eu un vrai problème de responsabilisation des jeunes joueurs que tu paies forcément parce qu'ensuite, on y reviendra après, tu deviens un croc aux joueurs au minimum pour compenser ton manque d'infusion de jeunes talents. Ben c'est ça, comme tu l'as dit, hein, c'est ça, parmi les bonnes choses qu'avait pu faire Adrian Griffin, hein, c'est donner des minutes à, par exemple, Robertson, qui avait peut-être un peu émergé dans sa rotation, hein, un joueur plutôt défensif, athlétique, qui pouvait donner de bonnes minutes, puisque Marjon Beauchamp, défensivement, c'est vraiment très compliqué, que ce soit sur le ballon et loin du ballon. Il avait trouvé, il avait fait un petit peu émerger, puis il a disparu au moment où Doc Rivers est arrivé. On sait que Doc Rivers, il aime pas, enfin c'est pas qu'il aime pas les jeunes, mais c'est un coach qui supporte difficilement les brain forts, on va dire. Non, c'est-à-dire que voilà, on sait que voilà dans les coachs NBA aiment cette notion de plancher et de pas screw up des plays, de pas entre guillemets se manquer sur des erreurs bêtes. Ce que voilà les jeunes joueurs peuvent faire. Malheureusement, si les jeunes joueurs ne jouent jamais, ils vont jamais pouvoir apprendre ce que c'est que ne pas faire d'erreurs. Et des fois, il faut que tu fasses des erreurs pour apprendre à ne plus en faire. Sauf que voilà, malheureusement, tu vois, pour ces Bucks-là, ils ont un coach et tu vois même les choix du front office, hein, quand tu regardes les drafts récents, tu vois les pics de draft qu'ils ont pris cette année, notamment le fameux Eddie Johnson, très jeune joueur qui a été pris cette année. Voilà, la fanbase des Bucks était un peu encouragée par rapport au fait que c'était le joueur qui a joué le plus de minutes pour les Bucks sur la pré-saison, mais qui finit avec un putrid 17% au tir alors qu'il était le leader principal. Donc on voit que c'est quelqu'un qui va pas forcément voir le terrain, sous Doc Rivers. Mais voilà, aujourd'hui, ce manque de développement de joueurs fait que la constitution du roster fait qu'ils sont dépendants des joueurs au minimum et qu'ils ont beaucoup de roster spots qui sont occupés par des joueurs incertains. Qui sont des incertitudes. Quand tu regardes la structure de leur effectif, c'est d'ailleurs fascinant, c'est que ils ont pratiquement personne qui
Et entre sa 3e saison et sa 8 ou 9e saison NBA, les 2 seuls joueurs qui rentrent dans cette catégorie-là sont Gary Trent, qui est au minimum vétéran, du coup. Et Ouais. peut-être Taurean Prince, qui Taurean est du coup au Prince minimum vétéran. C'est-à-dire que aussi. les 2 joueurs qui sont entre guillemets dans leur prime dans ton équipe sont 2 joueurs qui, s'il faut une bonne saison, seront plus là l'année prochaine. Pour en venir un peu sur cette question d'infusion de jeunes talents, moi je pense qu'il y a vraiment une question vis-à-vis de la cellule de développement des Bucks à plus long terme. C'est-à-dire qu'en gros, si on regarde, n'empêche, sur les 15 dernières années, les Bucks ont développé très peu de talent, en fait. Je parle vraiment d'une notion de développement. Je ne dis pas de création de superstars comme a pu l'être Giannis. Je dis juste création de role-player, par exemple. Prenons l'exemple de Christian Brown. Christian Brown, c'est une création de role-player. C'est un joueur qui, maintenant, peut s'inscrire dans une rotation à 7-8 en playoff. Voilà. C'est ça. Les Bucks, pour parler, tu vois... Ouais, pour parler d'un exemple que je connais, et puisqu'ils ont joué récemment, tu vois, Memphis qui a pas mal de success stories de joueurs qui sont en two-way, qui ont été convertis, tu vois. Au début du projet, il y a eu John Conchar qui est encore là, mais récemment, t'as eu DJ Jackson qui est converti sur un autre contrat, t'as Scottie Pippen Jr. qui a fait énormément de mal à Damian Lillard qui est converti sur un contrat NBA, JF qui est un peu la sensation du début de saison qui est converti sur un contrat NBA, et même Vince Williams Jr. qui a émergé l'an dernier, qui part d'un two-way, qui a émergé. Aux côtés des Bucks, ils ont converti personne depuis que les two-way existent. Je crois qu'ils ont converti aucun joueur qui est resté dans leur rotation. Et le seul role-player qu'ils ont réussi à façonner, Tom, c'est Dante DiVincenzo, en 7 ou 8 ans, qui n'est pas resté chez eux, en plus. Oui. C'est là où, déjà, c'est une première anomalie, parce que quand je regardais cette liste des rookies qui ont joué plus de 1000 minutes, et ensuite, je me suis amusé à faire d'autres recherches sur les équipes qui faisaient jouer le plus souvent les jeunes joueurs. Je parle des jeunes joueurs, par exemple, tu vois, qui ont joué dans leur 2e, 3e saison, etc. Truc encore où les Bucks sont derniers avec les Clippers, mais sauf que les Clippers, quand tu regardes, ils ont fait jouer du Amir Coffey, du Terrence Mann, des mecs qui se sont développés. Ils ont émergé de nulle part, ouais. Ce que ne font pas les Bucks, c'est ça a été compliqué, et ça ramène à un autre point, Tom, qui est un peu à cheval entre ce qu'on a dit et un autre point un peu plus tard dans la trame, c'est que du coup, ça crée un mélange un peu bizarre, c'est que Giannis a toujours joué avec ses aînés, en fait. C'est-à-dire que Giannis... C'est ça. Ouais, ça, comme tu dis, hein, quand tu regardes les joueurs qui ont joué le plus de minutes, qui jouent le plus de minutes dans l'effectif, voilà, ce sont des joueurs qui ont une moyenne d'âge qui sont au-dessus de 32 ans, quoi. Dans 32 ans. Donc c'est vrai que c'est assez problématique quand tu vois que Giannis il est dans son prime entre guillemets. Mais je me disais, tu vois, est-ce que c'est pas aussi lié au fait que, tu vois, les Bucks, t'as parlé du fait qu'ils sont contenders depuis longtemps. Je pense que on réalise pas depuis combien de temps, et que c'est déjà une anomalie de rester contender aussi longtemps, hein, puisque c'est une équipe qui est contender, comme tu disais, depuis la saison de Bucks, la première saison de Budenholzer, pardon, où ils font 60 victoires. Et en fait, quand tu regardes les seules saisons depuis alors ça va être la 2018-2019, depuis la saison 2018-2019, les seules saisons où ils font pas les 50 victoires, c'est la 3e saison, ils sont en 46-26, mais il y a que 62 matchs parce que c'est la saison post-Covid. Et sinon, c'est l'an dernier, ils font 49 matchs gagnés. Donc c'est une équipe qui est tout en haut de la ligue et qui aura pas forcément de haut pick de draft. Et voilà, c'est une équipe qui, dans son statut de contender, a changé beaucoup de choses au niveau du coup du poste 1, avec qui sont passés justement de Bledsoe à Jrue Holiday, de Jrue Holiday à Dame Lillard, sauf qu'en fait, ils ont utilisé tellement de ressources pour s'améliorer sur ce poste-là, qu'au final, toutes ces ressources-là ont été dilapidées pour infuser autre chose dans l'effectif, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dans une problématique, parce qu'ils ont envoyé beaucoup de picks de draft pour Jrue Holiday, ils ont envoyé le reste des picks de draft pour passer de Jrue à Dame, et moi je suis d'avis que c'est quelque chose qu'il aurait fallu faire tout simplement parce que le projet était mort. Enfin, la fenêtre de titre elle est fermée si tu as Jrue Holiday à la place de Damian Lillard aujourd'hui, pour moi en tout cas. Le projet est mort. Je suis assez d'accord avec ça. Mon contre-argument serait tout simplement que on leur demandait pas de développer des premiers choix de draft, en fait. Tu peux trouver des joueurs du second tour, des two-way, des joueurs non draftés. Je ne demande pas qui produisent tous les ans un joueur de qualité, un rookie de qualité, mais si sur cette période-là, ils auraient développé... Tu vois, par exemple, dans cette liste, il y a Pritchard, je pense, je revérifie mes notes. Pritchard est dans cette liste, ouais.
par exemple, Peyton Pritchard est dans cette liste des joueurs qui ont joué 1000 minutes en tant que rookie. Bah, tu développes un meneur backup, par exemple, ce que n'ont pas les Bucks depuis je sais plus. Enfin, je sais plus c'est le dernier bon meneur backup des Bucks. Donc, c'est ça aussi, c'est peut-être réussir à développer des joueurs où tu vois, encore une fois, bon, l'exemple Miami est peut-être pas le bon, mais tu développes un Duncan Robinson, etc. Je trouve que là, il y a un vrai questionnement à se poser sur la cellule de développement des Bucks et pourquoi je le mets vraiment en avant. Parce que demain, si Giannis est tradé, vu l'historique, est-ce que vous auriez vraiment confiance dans cette cellule de développement-là pour mettre en place une reconstruction qui, du coup, par essence, vise au développement de jeunes joueurs, en fait. Quand tu as un historique de développement de jeunes joueurs qui paraît assez mauvais. On clôt le débat. Effectivement. Ça, c'est pas très encourageant et ça force un peu, tu vois, la structure salariale de l'effectif, puisque tu as parlé justement de la dépendance et des joueurs autour de... Je t'en prie, Tom. Vas-y sur ça. Des joueurs autour de Giannis. Et donc, tu dis qu'ils sont un peu dépendants des joueurs au minimum, parce que justement, ils sont au-dessus de la seconde apron. Mais en fait, quand tu regardes bien, ils ont, avec les 4 joueurs, tu vois, quand tu prends Dame, Giannis, Brook Lopez et Chris Middleton, bah, tu es déjà à 73% de ta masse salariale avec 4 joueurs. Et le pire, c'est qu'avec ces 4 joueurs-là, tu es déjà 12 millions au-dessus du cap. Donc, c'est normal qu'après, tu sois limité dans les options qui te restent et les salaires que tu vas offrir. Ça va être difficile pour toi de trouver des bons role-players, parce que les bons role-players, ça coûte cher. Et en cela, Tom, est-ce que c'est pas ce qu'on se disait en off que et c'est là où il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on l'a dit, ces Bucks sont contenders depuis 2018-2019, l'été 2019, qui sert souvent de maintenant plus ou moins admis de manière commune de, je sais pas, transition. De démarcation, ouais. De schisme dans la NBA, parce que c'est le départ de KD des Warriors. Il se passe beaucoup de choses à l'été 2019. Et moi, j'ai l'impression parfois, en voyant la structure de cette équipe des Bucks, qu'ils sont bloqués dans cette ancienne manière de construire les équipes. C'est-à-dire qu'ils ont 4 joueurs très très forts qui vont prendre une grosse partie du cap et ils essayent de bricoler à côté avec un 5e titulaire qui change très souvent. Tu vois, des rotations extérieures qui sont des rotations un peu plus 7, 8, 9 qui sont aussi des joueurs qui sont au minimum, qui sont assez souvent âgés. Bah, rappelons la présence de Wes Matthews, par exemple, qui était en fin de carrière à ce niveau-là. Donc, est-ce que tu es d'accord avec cette idée-là et est-ce que la structure du coup salariale le montre pas un peu de ça? Clairement. Hein. Après, si tu vois dans la structure salariale que c'est une équipe qui a été, enfin, même dans la structure salariale et les assets restants, c'est une équipe qui a été obligée de prendre beaucoup de risques à certains moments de son projet. Notamment, on peut pointer les moments où il fallait re-signer Giannis. Tu vois, ils font le trade de Jrue Holiday, Giannis signe une prolongation. Ils font le trade de Damian Lillard, Giannis signe une prolongation juste après. Donc, tous ces choix-là aussi ont été peut-être faits pour justement essayer de contenter Giannis, sauf qu'on a un moment où les choix ne payent pas et puis tous les risques que tu as pris peuvent te retomber dessus, quoi. Donc c'est une équipe qui va peut-être devoir essayer de retrouver potentiellement un peu de profondeur pour s'ajuster à la NBA d'aujourd'hui. Mais voilà, ça va être compliqué pour eux d'en trouver puisqu'ils ont pas beaucoup d'assets, ils ont plus beaucoup de tours de draft à disposition et ils ont les règles de la seconde apron qui les empêchent, par exemple, qui va les empêcher d'agréger plusieurs joueurs ensemble ou d'encaisser plus de salaire qu'ils ne reçoivent. Avant de peut-être, Tom, d'aborder des questions de profondeur justement et de peut-être transfert, je lance une bille comme ça, je t'en ai déjà parlé en off, mais je sais pas à quel point c'est intéressant. Est-ce que c'est pas une franchise qui, du coup, dans sa manière d'être construite un peu à l'ancienne, ou en tout cas dans une autre ère de la NBA, est une victime, mais vraiment majeure, de l'appauvrissement de la free agency? Ce que je veux dire par là, dont j'ai un peu parlé sur la conversation d'Unkebdo, c'est que on est maintenant devenu on arrive dans une NBA où en gros la free agency a beaucoup perdu de sa superbe. En gros, les joueurs qui passent par la free agency, que ce soit en termes de qualité ou de quantité, c'est nettement moins important qu'il y a quelques années. Et en fait, tu vois, tu parles de prolongation de Giannis, Tom, et surtout celle du moment de Dame, tu vois. Parce que je m'en rappelle avoir fait le post-mortem avant cet été-là, qui était un été charnière pour les Bucks, après la fameuse élimination contre Dieu déguisé en Jimmy Butler. Le Butler.
Et je me rappelle avec Amine qu'on salue, on avait fait ce post-mortem en disant bon bah ils ont pas trop le choix parce qu'il y a personne sur le marché, donc t'es obligé de re-signer Middleton, t'es obligé de re-signer Brook Lopez. Dans une NBA où je sais pas, le marché des free agents est un peu plus conséquent. Tom, est-ce que c'est pas une équipe qui aurait pu se dire, bon bah, on laisse partir Brook Lopez, on laisse partir, même si on sait avec le recul que Brook Lopez, ça s'est passé à un cheveu et qu'il était censé aller à Houston de base. Oui. Tu laisses partir un Middleton peut-être et tu peux réaxer le projet peut-être avec des joueurs moins forts, mais en tout cas en profitant des aubaines qui peuvent s'offrir à toi avec la free agency. C'est une fenêtre qui n'existe plus et quand tu n'as plus d'assets, ça veut dire que tu es bloqué en fait. Parce que la fenêtre draft, tu l'as pas parce que tu vas sélectionner tard, donc tu auras peut-être développé des role-players mais pas des joueurs importants. La fenêtre trade est limitée parce que tu vas faire des trades à perte vu que tu as des joueurs forts et tu n'as plus de free agency. Donc en fait, tu es un peu bloqué quand tu es dans cette situation-là. Oui, littéralement bloqué, même si on peut se dire que, tu vois, tu parles de l'appauvrissement de la free agency, alors ça, on peut le noter, notamment au niveau des stars et aussi des role-players, hein. Il y a très peu de role-players, entre guillemets, qui retournent sur le marché, tout simplement parce qu'il y en a de plus en plus qui vont signer des extensions lucratives et vont essayer de se faire échanger par leur équipe après. Donc, c'est vrai que tu dois tenter des paris, et c'est ce que les Bucks font, hein. Ils tentent des paris au minimum, et quand tu regardes leur intersaison, en vrai, quand tu vois les joueurs qu'ils ont pris au minimum par rapport aux problématiques qu'ils avaient, et quand tu regardes tous les joueurs pris au minimum, c'est pas les pires. C'est juste que c'est pas suffisant. Les joueurs au minimum qui sont dans leur prime, c'est pas logique qu'ils soient au minimum. Ils sont au minimum pour une raison. Et voilà, c'est ça. Eh bien, Tom, est-ce que tu veux basculer tranquillement sur deux options de trade dont tu m'as parlé pour peut-être retrouver de la profondeur, justement? C'est ça, puisque on voit qu'il y a Jake Fisher justement qui est un insider, qui est quelqu'un qui je sais pas si on peut dire colporte, qui qui lance crieur public, voilà, crieur public, ouais. Voilà, qui semble être dans le microcosme de l'NBA. Semble être, waouh, deuxième soupape, vas-y. Quelqu'un qui a des rumeurs ou des choses qui viennent lui être rapportées globalement. D'ailleurs, il intervient aussi dans le podcast de Nate Duncan pour la partie rumeurs, donc peut-être que ça peut le crédibiliser aussi, hein. Qui a parlé justement des équipes qui seraient disponibles pour accueillir Brook Lopez à la fin de la saison. On rappelle que Brook Lopez, c'est un joueur important de cette équipe des Bucks et voilà, c'est un joueur drafté en 2009. Hein. On le répète, il y a un joueur drafté en 2009 qui était le post scorer de l'époque, qui s'est réinventé en spécialiste du tir et justement de la protection de cercle, qui pourrait justement intéresser des équipes. Et d'ailleurs, j'en avais parlé dans un épisode du Basket Lab avec justement un transfert qui pourrait être potentiellement. Donc, j'ai testé justement avec en prenant compte que les Bucks sont au niveau de la seconde apron. Donc, les deux types d'offres que je trouve qui pourraient être intéressantes pour les Bucks dans cette idée de retrouver du talent et un peu faire bouger l'argent. Alors, ça va pas être sexy, hein. On aura préparez-vous, mouillez-vous la nuque parce que ça fait pas rêver. C'est pas hyper sexy, mais je trouve que ça peut être intéressant pour justement revigorer cette équipe des Bucks. Donc ce serait le premier potentiellement à Orlando contre Gary Harris et Goga Bitadze. Donc Gary Harris plutôt le joueur de périmètre qui n'est pas au minimum, qui a l'expérience, qui est un peu cette espèce de vétéran, qui est aussi potentiellement dans son prime et qui a apporté déjà des garanties défensives. Lui, la problématique avec lui, c'est est-ce qu'il va pouvoir mettre le tir ou pas. Donc ça offre aussi une alternative à Gary Trent Jr. Il est aussi sur contrat sur plusieurs saisons après celle-ci. Donc si Gary Trent part, tu sais que tu l'as déjà dans l'effectif et que tu peux le remplacer. Et Goga Bitadze, qui est le troisième pivot à Orlando, qui je crois qu'il est blessé, il est blessé en ce moment, mais qui a apporté de bonnes choses l'année dernière en remplacement de Wendell Carter Jr., qui est un pivot qui peut potentiellement tirer, mais qui est un bon protecteur de cercle et qui a un peu de passing. Donc, je pense que voilà, tu perds globalement, mais ça te permet de densifier ton effectif avec des joueurs qui peuvent avoir un impact sur la saison régulière. Par contre, qui t'aident pas forcément dans ton closing five.
Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir, dont il va falloir reparler. Et puis, la deuxième offre, qui est un petit peu moins sexy encore, hein, mais là, ce serait du côté des, du côté des Pistons, avec, par exemple, Isaiah Stewart et Simone Fontecchio. Donc, c'est deux joueurs qui, voilà, Isaiah Stewart, un peu dans le rôle de l'intérieur polyvalent, qui a monté des petits bribes de shoot, qui était le garant du spacing chaotique des Pistons de l'an dernier. Et Simone Fontecchio, qui est un joueur qui est plutôt bon, hein, qui est un joueur qui, en tout cas au Jazz, qui était plutôt intéressant, qui offre aussi des garanties de spacing. C'est un joueur de grande taille qui est pas si mauvais défensivement et qui offre potentiellement un ailier capable de tirer et qui n'est pas uniquement un talent dépendant. Moi, ce que je me demande, Tom, c'est est-ce que ces rumeurs par rapport à Lopez, elles datent de l'avant début de saison ou de ces débuts de saison? Parce que moi, je trouve que Brook Lopez a pris un coup de vieux. Voilà, c'est un joueur qui devient vieux. Et avec ce genre de joueur, de saison en saison, une année et un été ça peut être très très long. Et moi, je trouve vraiment, ce qui m'inquiète, c'est vraiment son utilisation dans un joueur qui vraiment vit à l'extérieur et qui reste quand même un très bon protecteur de cercle, hein. Oui. Il vient contrer Jarrett Allen. À un moment, je pensais même plus qu'il avait ça en lui, un moment, et qui est un très très fort joueur en termes de dissuasion et qui pourra jouer le drop de manière efficace. Ma seule question, c'est est-ce qu'une équipe qui a de l'ambition comme Orlando, je pense qu'il peut commencer à en avoir, est-ce que c'est un joueur sur qui elle irait jeter son dévolu, tu vois, même si dans les deux cas, les pièces échangées sont pas majeures dans les projets des deux équipes. Moi, je me dis, à Orlando, tu vois, ça peut être intéressant dans le cadre de former une doublette en sortie de banc avec Jonathan Isaac. Ah bah oui. Pour empêcher les équipes de marquer. Voilà, clairement, tu peux empêcher les équipes de marquer. Et puis, c'est un joueur dont le skill set irait aussi bien avec Banchero, qui est aussi en rotation, vrai. Qui serait aussi en rotation avec Wendell Carter Jr. Donc, je me dis, ça peut être intéressant pour cette équipe d'Orlando qui a déjà rajouté un peu d'expérience sur le backcourt avec KCP durant l'intersaison et qui pourrait en rajouter un peu sur le front court avec justement Lopez contre des joueurs qui au final, même si Gary Harris est un peu dans la rotation, tu vois, Bitadze il est blessé, il n'y est pas forcément parce que le pivot titulaire, ça va être Wendell Carter Jr. qui a signé une prolongation et le pivot remplaçant, c'est Franz Wagner. Enfin, pas Franz Wagner, c'est Maurice Wagner. Mo Wagner. Parce que là, c'est compliqué. Ouais, après, tu vois, dans les deux trades, ce qui pose la question, c'est peut-être que de ces deux trades-là, les Bucks arrivent à trouver un joueur de rotation, peut-être, voire deux. Et la question se pose du coup que, vu qu'on a dit que c'était une équipe qui était construite avec un fort top 4, du coup, tu perds un membre du top 4 pour ajouter d'autres joueurs de rotation et peut-être que ça met encore plus de pression sur le top 4 pour être efficace parce que moi aussi, je suis terrifié par une problématique, Tom, c'est que ils ont pas de pivot remplaçant, en fait, les Bucks à l'heure actuelle. Je parle de pivot remplaçant à mettre en playoff. C'est plus sensible. C'est-à-dire que Portis, ça marche pas. Giannis, ça marche pas. Surtout quand quand Giannis et Brook Lopez doivent à ce point colmater les brèches qui sont ouvertes, béantes par le backcourt, c'est un point qui serait assez intéressant à surveiller. D'autres idées de trade, Tom, ou est-ce qu'on peut avancer tranquillement vers la fin? On peut avancer tranquillement. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ces trades. Eh bien oui, mais Tom a activé la machine à trade et Tom est un redoutable trader. Voilà. Alors, on va avancer, Tom, avec une question un peu plus philosophique, celle-ci, qui se pose souvent pour ce genre d'équipe, c'est quand casser le groupe? Parce que là, on est en train de parler de possibilités de je ne sais pas, d'échanger Brook Lopez, qui serait une première idée, on commencerait à casser le groupe, hein. Mais du coup, Tom, dans ce genre de cas, est-ce que pour toi, il y a une fenêtre d'ouverture? À quel moment faut casser le groupe dans ce genre de cas? Quand il n'y a plus moyen de le bonifier ou de le faire avancer et que tu es trop loin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es trop loin dans la conférence et que tu as aucune façon de t'améliorer parce que soit t'as pas les assets, soit t'as pas le personnel, soit t'as pas le coaching, au bout d'un moment, tu es obligé de réfléchir à tes options puisque ce qui va se passer, c'est que tu vas continuer à descendre au fur et à mesure dans la hiérarchie si tu fais rien. En NBA, c'est comme si tu es sur un tapis roulant. Ne pas avancer, c'est reculer. Mais c'est vrai, quand tu n'avances pas, tu recules. Mais du coup, ma question, c'est que ils ont déjà fait ce choix en 2022, du coup, selon nous. Oui. Et ils l'ont déjà fait.
Oui, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que ils ont misé tout ce qu'il y avait dans la Ah, bataille. mais Alors, tu dis en 2022, tu parles de quoi exactement? non, je veux dire que casser en 2023, pardon. Ce que je veux dire, Mm. c'est que casser le groupe, c'est pas forcément aller vers le bas. Tu vois, dans l'idée, Oui. dans l'idée. Là, ils ont cassé le groupe pour aller vers le haut. Là, si on va Mm. dans l'idée de casser le groupe pour aller vers le bas, à quel moment ça se fait du côté des Bucks? Est-ce qu'on commence à arriver au moment où, et là, on va du coup pointer et mettre en avant maintenant l'idée d'un possible trade de Giannis. Est-ce qu'on arrive au Mhm. moment où ces questions commencent à se poser du côté des Bucks, tu penses? Pour toi, clairement, Mhm. on a parlé de ça potentiellement, hypothétiquement en début de podcast. Maintenant, on rentre dans le Mhm. plus concret. Est-ce qu'on est dans une saison où les Bucks pourraient se retrouver en novembre 2025 avec sans Giannis, sans Dame, sans Brook Lopez? Est-ce que c'est un scénario que tu envisages clairement? Moi, oui. Pour le coup, je pense que quand on parlait de la notion de saison charnière, je pense que tu vois, l'année prochaine, Giannis il aura quoi, 2 ans de contrat restant. Ça va être le meilleur moment de vendre, hein, potentiellement s'il se passe rien. Et puis de toute façon, tu peux avoir des offres que tu ne pourras pas retrouver, que tu ne pourras pas refuser. On regarde ce qui s'est passé par exemple du côté de Paul George pour Oklahoma City. L'offre était tellement alléchante que tu peux pas refuser ça. Tu peux pas refuser Mhm. ça. Donc ce qui va se passer, c'est que ça risque de se bousculer au portillon, notamment par rapport aux différentes pressions qu'on a énoncées un petit peu plus haut. Et je pense que le front office sera au moins dans l'obligation d'envisager l'option s'ils ne peuvent pas permettre à Giannis d'aller plus haut. Parce que si l'objectif de Giannis, c'est de regagner un titre, je pense pas que ce sera avec les Bucks si cette saison ne se passe pas bien. Mhm. Je pense qu'ils peuvent encore gagner cette saison, mais si cette saison ne se passe pas bien, je pense pas que Giannis regagne un titre avec les Bucks. C'est une question qu'on aurait dû poser dès le début, ça, Tom, mais c'est quoi une saison qui se passe mal pour les Bucks? Pour moi, une saison qui se passe mal pour les Bucks, c'est un seul tour de playoff passé. Ouais. Je, Qu'importe le je, contexte. je dirais une saison catastrophique, c'est une saison où il passe pas de tour de playoff. Une saison, une mauvaise saison, c'est une saison où il gagne qu'un tour de playoff, et une saison qu'on qualifiera de satisfaisante, c'est une saison où ils vont en Ils finale vont de en finale conf. de conf. Voilà, c'est ça. Ouais. Finale de conf serait satisfaisant compte tenu du fait. Voilà. C'est le troisième payroll de la NBA. Hein. La troisième masse salariale de la NBA. Donc Avec il y un a top des 3 NBA objectifs. Ouais, dans son prime. avec un top 3 NBA dans son prime. Donc ils peuvent pas se permettre. Enfin voilà, les attentes sont très fortes et tu ne peux pas voilà. Encore une fois, tu peux pas te ramener, tu peux pas dire à Giannis après en 4 ans, on a gagné que contre Chicago. Faut que tu restes. Non mais non mais concrètement, tu vois. Même si Mhm. lui aussi il a été absent pendant certaines des séries de playoffs, hein, De puisqu'on rappelle qu'il série. a pas joué, voilà, il a pas joué la série de playoffs l'année dernière, il a pas joué. Enfin, il s'est blessé aussi l'année d'avant. Mais au final, si lui son objectif c'est de gagner le titre, encore une fois, hein, on a parlé de Brook Lopez qui est drafté en 2009, Chris Middleton 2012, Damian Lillard 2012. L'année Ouais, prochaine, ça fera 13 ans que ces joueurs-là sont dans la NBA. Mhm. Après 13 ans de NBA, globalement, à part les extraterrestres qu'on connaît, ben tu n'es pas très haut dans le spectre de la ligue. Et Tom, est-ce qu'il y a, et pourtant c'est un scénario qu'on avait balayé d'un revers de main, est-ce qu'il y Mhm. a un scénario où Giannis reste, mais dans un Tous les autres partent. retooling? Ouais, moi j'ai du mal à l'imaginer. J'ai du Le, mal à le truc, l'imaginer, mais je pense que ce sera la dernière option du front office. C'est-à-dire, on essaie de remettre, de revendre à quelqu'un. On voit ce qu'on peut faire avec Middleton. On re-signe pas Brook Lopez. Et on essaie de voir voilà, qu'est-ce qu'on peut changer dans le roster avant d'évoquer la notion avant d'évoquer Giannis. C'est-à-dire, parce parce que, que, voilà, Giannis, c'est quoi? C'est potentiellement, dans l'histoire, il est parti pour être peut-être un top 20 NBA dans et c'est l'histoire de la ligue, le Giannis. premier ou le deuxième meilleur joueur de l'histoire de ta franchise. C'est-à-dire que c'est là où parfois il faut prendre un peu le recul, je pense un peu de hauteur, Tom. C'est un Mm. front office qui se dit qu'ils vont échanger un joueur qui potentiellement n'auront plus jamais de leur vie. En fait, c'est-à-dire Non? que Ouais. ils vont peut-être attendre Ça arrive, 40 voilà. ans, Et avant encore d'avoir un 40 ans. joueur. Tu Et tu sais sais pas, hein. pas. Ouais. Ouais, tu sais pas.
parce que c'est un joueur, voilà, c'est un joueur historique dans l'histoire de la NBA. Encore une fois, il fait partie du top 75. Il est plusieurs fois, il a combien d'MVP? Giannis 2. De défenseur de Il est quoi? l'année, Il doit être 9 titre fois l'NBA ou quelque chose comme ça. MVP des 7 ou 8 finales, fois l'NBA, finale MVP des NBA. finales, 50-20. C'est, voilà, C'est ça. C'est vraiment, ils tu- vont le trader contraint et forcé. C'est là où, Tom, faut peut-être parfois un peu remettre certains discours, je sais pas. la notion de Le front office, rationalité en NBA. ouais, le front office le tradera que s'ils sont contraints et forcés de le trader. Voilà. Exactement. C'est Tu pour pas ça. un joueur, tu transfères pas un joueur aussi important de ta franchise ou un joueur avec une telle magnitude, comme ça, parce que c'est un joueur que, encore une fois, tu t'es pas sûr c'est pas des joueurs que tu peux ramener dans ta franchise. Contrairement à quand tu es les Lakers. C'est là où tu vois, c'est la limite du parallèle avec Paul George, c'est que Mm. Paul George, il y avait Russell Westbrook, Paul George, c'est pas Giannis à Ok, Milwaukee, si. etc. Tu vois, Ouais. ouais. Moi, je pense honnêtement qu'il y a un monde où Giannis est trade. Ma seule question, c'est est-ce que Giannis, lui, va être trade? Parce que, on n'en a pas parlé, Tom, mais il y a eu des déclarations, là-dessus, on en a un peu parlé, mais déclarations un peu bizarres en début de saison de Giannis, qui disait, bon, qui a fait sa meilleure interprétation de Joe Mazzulla, en gros, en sortant en sortant certaines phrases un peu alambiquées, mais Mm. le fait est que moi, alors pour avoir lu quelques pages, les meilleures pages, on va dire ça comme ça, de la biographie de Giannis, Mhm. c'est un mec que j'ai du mal à imaginer demander son trade, sauf en cas de force majeure de Milwaukee, en fait. Mm. Ben, ça va dépendre qu'est-ce qui est important pour lui. Est-ce que ce qui est important pour lui, c'est d'essayer est-ce que c'est plus important pour lui de gagner une nouvelle fois avec les Bucks? Est-ce que ça a plus de valeur pour lui de regagner une nouvelle fois avec les Bucks, et quitte à ne pas gagner, il s'en satisfera parce que pour lui le plus important c'est de rester dans la franchise qui lui a entre guillemets tout donné? Ou est-ce que le plus important pour lui c'est de gagner un autre titre pour cimenter son sa legacy, pour cimenter son son palmarès, Hmm, c'est et sa place c'est dans là, l'histoire de la NBA? c'est là, Tom, où je trouve que, et je suis désolé de faire une fixation sur ça aujourd'hui, une fixette, le Mhm. front office lui a pas donné les garanties nécessaires pour croire en ça. Ouais, C'est-à-dire que c'est un front je suis office qui d'accord. a réussi des trades, mais qui a pas réussi du développement. Donc, sauf si ils arrivent à trouver un trade de derrière les fagots sans asset pour, Mhm. redonner un second souffle à ce projet, d'accord, mais je pense que c'est des joueurs qui vivent au quotidien dans la franchise. Ils voient bien qu'il y a un problème de développement de jeunes joueurs. Et quand bien même André Jackson, AJ Green, Marjon Beauchamp montrent des choses, Giannis sait que c'est pas ces joueurs-là qui, cette année, en playoff, seront la solution contre les Pourront Celtics. pas l'aider. Mm. D'ailleurs, il y Donc, a justement pour rebondir là-dessus, hein, il y a c'est Marcus Johnson qui a un podcast justement avec son père sur les Bucks qui s'appelle Bucks Diary, qui disait à un moment donné que Giannis, il semblerait hein, que Giannis a des problèmes de confiance. Enfin, il a pas forcément confiance aux joueurs il fait pas forcément confiance aux joueurs qui sont dans l'effectif, et en gros que Giannis ferait confiance essentiellement qu'à Middleton et Brook Lopez, et que alors, ça se ressentirait potentiellement dans le jeu, tu vois. ça expliquerait certaines lectures de Giannis sur certaines pénétrations, oui, ou clairement, il y a. Mais alors, il faut dire ça aussi parce que du coup, je vais passer pour un pro défenseur de Giannis. Je trouve que Mhm. Giannis, sur ces 18 derniers mois, a sa part de responsabilité. Oui. L'adaptation à Dame est très, 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 très faible, voire totalement inexistante. Il adapte très peu son jeu à Dame. Il y a Après, franchement, après, c'est logique, hein, Ben, hein. T'es un top 3 Oui, oui. NBA. Oui, c'est logique. Après, je trouve que peut-être d'un point de vue terrain, il n'a pas facilité le mariage. C'est aussi un Mhm. joueur, ça m'a fait très mal de le dire dans le DH, mais c'est un joueur qui a été absent pendant 2 campagnes de playoffs très importantes pour Oh. son effectif. Oui. Donc il est pas exempt de tout reproche. Je pense juste que je vais le dire comme ça. On est à un moment de la saison, notamment sur les dernières semaines, où le front office des Nuggets s'est fait détruire. Le front office des Mavs s'est fait détruire de manière assez récente avec Luka avant la saison, avant les 12-15 derniers mois. Je trouve que le front office des Bucks arrive à passer en dehors des mailles du filet d'une manière que je m'explique pas trop, au vu de ce qu'ils ont produit. Voilà. Je finirai peut-être là-dessus. Tom, est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Rien du tout, rien du tout. Je pense qu'on a fait le tour, on a quasiment tout dit hein, de ce qu'on voulait. Et toi? Voilà. Eh ben non, j'ai rien à rajouter, hein, sauf que voilà, j'aimerais bien que les Bucks trouvent un autre joueur que Malcolm Brogdon à qui faire jouer. Tu sais que je m'attendais vraiment à voir les Lakers pas dans cette liste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Austin Reeves était dans cette liste. Ah, Austin ouais. Reeves. Tu Mm. vois, donc comme quoi l'absence de choix de draft n'explique pas tout. Tu peux développer des joueurs ou tu peux développer des joueurs qui ont peut-être un pedigree qui paraît un peu moins haut et en fin de rotation, etc. Eh bien, Tom, n'hésitez pas à nous dire du coup, parce que là, on vous a dit beaucoup de choses peut-être qui étaient importantes pour assurer la pérennité d'un projet. Donc, réussir à trouver le bon moment, la fenêtre d'ouverture pour casser l'effectif, réussir à apporter des jeunes talents, réussir à parfois faire des trades et subir la pression extérieure, mais réussir à la transformer pour trouver, je ne sais pas, les opportunités de marché. Ce qu'a été Damien Lillard, parce que je finirai peut-être là-dessus. Il y a un truc que je veux dire, Tom. Je maintiendrai mordicus que si les Bucks avaient su que l'opportunité Lillard allait se matérialiser, ils n'auraient jamais, jamais, jamais limogé Budenholzer. Ça, je C'est suis vrai. Ouais. persuadé de ça. Oui. Je maintiens Oui. ça. Et du coup, est-ce que l'histoire est pas un peu différente si du coup, à la place d'avoir Adrian Griffin en saison 1 avec Damien Lillard qui fait la moitié du training camp, qui doit s'habituer à Giannis, t'as Budenholzer? On ne sait pas. Oui. On ne sait pas, ouais. Mais ça, Malif. ça, je l'ai mis dans mes notes, mais je reste persuadé parce que ça fait trop de changements d'un côté dans une intersaison pour une équipe qui était un peu dans l'immobilisme avant. Ouais. Eh Ouais. ben, Totalement d'accord. Tom, on n'aura jamais la réponse à cette question. En tout cas, la trade machine Giannis, c'est parti parce que c'est bon. Dans tous les podcasts américains, j'ai entendu. C'est bon. Giannis, les autres équipes se préparent à l'éventualité. On en est à ce niveau-là pour l'instant. En tout cas, nous, on vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire des commentaires sur YouTube, à nous suivre sur les plateformes de podcast et également sur Twitter. Tom, on commence à avoir des matchs dans notre escarcelle. Donc là, on va arriver au moment où on va commencer à pouvoir faire de vraies conclusions. Le 4 quarts qui, mine de rien, s'approche petit à petit. Hein. 4 quarts, ça sera dans quoi? Dans peut-être 3 semaines, un mois. Mais Trois voilà, semaines, ça ouais, ouais. s'approche. 2-3 semaines, ouais. Ça s'approche. Puis nous, d'ici là, on va continuer à regarder des matchs NBA. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Salut!